Bonjour à tous, nous sommes à l'Athénée Royal Vauban de Charleroi où nous avons organisé une exposition sur le Rwanda avec la collaboration de Hainaut Mémoire, ici représentée par Michel Descamps, qui va vous dire un mot de l'exposition. Merci Sandra. Voilà, bonjour à tous. Donc, je suis Michel Descamps, je suis le coordinateur de la cellule mémoire de la province de Hainaut. Pour les 25 ans du génocide des Tutsis au Rwanda, nous avons décidé donc d'organiser une exposition, de créer une exposition qui s'intitule Rwanda 94, comprendre l'incompréhensible. Alors pourquoi la province de Hainaut a mis sur pied justement une exposition sur des événements qui se sont passés à des milliers de kilomètres? Eh bien c'est parce que historiquement la Belgique a joué un rôle dans ce génocide. Tout à fait. Et comme vous voyez, nous sommes masqués parce que malheureusement nous sommes en pleine pandémie et l'exposition était prévue pour 2 semaines ici à l'école. Malheureusement, on n'a pu l'exploiter qu'une seule semaine. Et donc nous voulions quand même que nos élèves puissent avoir accès à cette exposition et donc vous allez nous dire ce qu'on fait ici. Mais ce que nous allons faire, nous allons donc essayer de vous faire vivre l'exposition à travers ce montage vidéo. Et ce montage, donc cette vidéo sera composée donc de 4 parties. Nous allons d'abord parler donc du Rwanda précolonial et de la colonisation. Voilà. Ensuite, nous parlerons de la colonisation belge jusque les années 1990, c'est-à-dire jusque la période de l'indépendance et malheureusement le début des conflits. Troisième partie. Voilà, la troisième partie, ce seront les conflits proprement dits, donc du mois d'octobre 1990, début de la guerre civile, jusqu'au génocide de 1994. Et nous terminerons par l'après, la reconstruction du Rwanda et voir un petit peu la situation du pays aujourd'hui. Voilà, on a tout dit? Ok, on peut commencer. Le Rwanda des origines remonte plus ou moins au Xe siècle. C'est une principauté qui est composée principalement donc d'une population nomade, soit pasteurs, éleveurs, soit agriculteurs, soit des gens qui vivent encore de manière traditionnelle plutôt dans les régions forestières. À la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire juste avant la colonisation, le Rwanda est composé de 3 communautés, les Hutus, les Tutsis et les Twa. Les Hutus sont majoritaires, ils représentent 80% plus ou moins de la population et sont principalement des ouvriers fermiers, ouvriers agricoles, agriculteurs. Les Tutsis représentent un peu moins de 20% de la population, ce sont principalement des éleveurs, pasteurs. Et enfin, il y a les Twa, qui sont des pygmées, qui représentent moins d'1% de la population, et qui eux donc vivent en grande partie en forêt, de chasse, de pêche, de cueillette. Hutus et Tutsis et Twa ne sont pas des ethnies avant la colonisation. Ce sont ce qu'on appelle des catégories sociales. Un Hutu peut devenir un Tutsi. Et les signes de richesse de l'époque, c'est justement le nombre de bêtes que vous avez. Donc les éleveurs étaient considérés comme étant l'élite de la société, et c'est en étant éleveur que vous êtes donc Tutsi. Le Rwanda est dirigé par un roi, que l'on appelle un Mwami, qui est évidemment Tutsi, et qui règne en maître donc sur le pays. Ces catégories sociales ne sont pas donc figées, donc on peut évoluer de l'une à l'autre, et on peut dire qu'avant la colonisation, tout cela se passait avec une certaine harmonie. Il n'y avait à ce moment-là pas de tension entre Hutus, Tutsis et Twa. Et bien voilà, maintenant je suis accompagnée de Monsieur de Staat, avec qui nous allons regarder quelques documents iconographiques. De quel type? Une série de cartes et aussi une petite caricature, mais on ne va pas vous gâcher l'image, on vous les laisse tout de suite. Alors, la première carte, eh bien, c'est pour parler de l'Afrique avant l'arrivée des Européens et donc avant le XVe siècle. L'Afrique était, comme d'autres continents, l'Afrique est le premier continent qui a été peuplé, et donc il y a toute une série de civilisations, de sociétés qui sont brillantes en Afrique. Dans le nord de l'Afrique, eh bien, il y a l'Empire ottoman qui a conquis ces zones et qui a toute une série de villes assez brillantes et technologiquement
avancées. Je crois qu'elles sont en vert sur la carte. C'est ça, en vert, tout au-dessus. Vous avez le désert du Sahara et puis vous avez l'Afrique subsaharienne, et donc là qui est composée de toute une série de royaumes d'importance variable. Vous voyez notamment le royaume du Ghana, le royaume du Mali, le royaume du Sanghay, etc. Et puis si vous descendez, il y a le royaume d'Éthiopie, et puis vous voyez que le long des côtes, eh bien, il y a encore toute une série de royaumes, dont celui de Zanzibar ou de Zimbabwe, qui composent ce panel de l'Afrique avant le XVe siècle. Ensuite, surtout au XVIe siècle, malheureusement pour le continent africain, va commencer le commerce triangulaire. Le commerce triangulaire, comme vous le voyez sur la carte, c'est un commerce entre 3 continents, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Pourquoi? L'Amérique vient d'être découverte et colonisée par les Espagnols et les Portugais surtout à cette époque-là, ensuite par les Français, les Anglais. Et on se rend compte qu'on a besoin de main-d'œuvre, la main-d'œuvre indienne diminuant de plus en plus. On va aller chercher cette main-d'œuvre en Afrique. Et donc les Européens vont aller avec des objets en Afrique, ou ça sur les côtes de l'Ouest, qui sont les plus proches du continent américain. Ces objets qui ne sont pas en Afrique, ils vont les échanger contre des esclaves. Alors les esclaves, comment sont-ils arrivés là? Eh bien ce sont des gens de l'Afrique qui sont allés chercher des prisonniers dans d'autres régions. Des prisonniers, généralement, ce sont des peuplades qui sont adverses, et donc ils sont allés chercher des prisonniers qu'ils vont échanger aux Européens contre tous ces objets. Ensuite, les Européens vont amener ces esclaves africains en Amérique, dans des conditions vraiment impossibles, dans ces bateaux de négriers, et là, ils vont les revendre. Avec l'argent, ils vont retourner en Europe pour les échanger contre d'autres objets, et c'est comme ça que ce commerce triangulaire va se faire entre ces 3 continents. Voilà pour le XVIe siècle. Alors, ça concerne ce commerce triangulaire, c'est vraiment une catastrophe dans l'histoire humaine. Ça concerne 10 à 12 millions d'Africains qui vont être envoyés ainsi en Amérique. Ça va de façon crescendo, et donc le maximum de ce commerce, il se fait de façon de plus intensive vers la fin du XVIIIe siècle, notamment à cause des champs de coton en Amérique du Nord qui nécessitent énormément de main-d'œuvre. Et à cette époque, eh bien, on a environ 100 000 personnes qui sont déportées par an. Mais il n'y a pas que le commerce à l'ouest, le commerce occidental, donc c'est la traite des Noirs occidentales, mais il y a aussi un commerce oriental. Et donc on estime qu'il y a environ 10 à 12 millions du côté occidental, et avec un commerce qui se termine au moment où différents pays votent pour l'abolition de l'esclavage. On connaît notamment le cas des États-Unis, cette abolition fait suite à une guerre importante, la guerre de sécession. Mais de l'autre côté, du côté oriental, eh bien, cette traite va continuer, elle, jusqu'au 19e, 20e siècle. Certains disent que même encore jusqu'aujourd'hui. Et donc là, on parle d'environ 17 millions de personnes qui sont aussi capturées en Afrique par des Africains, mais qui sont envoyées vers le nord de l'Afrique ou vers le Moyen-Orient. Au début du XIXe siècle, la plupart des pays européens vont perdre les colonies anciennes, notamment celles en Amérique, puisque les pays vont avoir progressivement leur indépendance. Et là, les Européens vont se tourner vers l'Afrique, qu'ils n'avaient pas encore colonisée, à part sur les côtes, où ils faisaient des comptoirs commerciaux. Et donc va commencer, dans la deuxième partie du XIXe siècle, ce découpage de l'Afrique. C'est comme ça que vous voyez cette caricature qui représente les Européens autour d'un morceau de gâteau, chacun prenant le sien. Alors tout ça va être officialisé à la conférence de Berlin en 1885, où notamment on va attribuer le Congo à Léopold II, le roi des Belges, tandis que le Burundi et le Rwanda seront attribués à l'Allemagne, qui devient donc le pays colonisateur. C'est l'Allemagne donc qui va diriger le Rwanda et qui va le faire jusqu'en 1914, enfin jusqu'en 1923. 1914, vous le savez, c'est une date importante parce qu'il y a la Première Guerre mondiale. Et effectivement, elle est mondiale, elle concerne aussi l'Afrique. D'une part parce que les Européens, les différents colonisateurs européens, les différentes métropoles font venir en Europe
et sur d'autres fronts un certain nombre de personnes. Hein. Donc c'est-à-dire qu'il y a des Africains qui sont envoyés comme soldats pour se battre, que ce soit en Europe ou que ce soit en Moyen-Orient ou sur d'autres fronts. Donc ça fait que cette Première Guerre mondiale concerne le continent africain. Un deuxième élément qui fait qu'elle est concernée par ça, c'est qu'au sein de l'Afrique, il y a une série de combats qui vont se faire également. Concernant le Rwanda, qui nous intéresse ici, eh bien, comme le Rwanda est allemand et que juste à côté il y a le Congo qui est à ce moment-là belge, depuis 1908, le Congo est devenu une colonie belge, eh bien, il y a des combats entre le Congo et le Rwanda, combats qui sont plutôt remportés par le Congo et qui font en sorte que les Belges eh bien, sont en position d'occuper le territoire rwandais au moment du traité de Versailles et des différents traités qu'il va y avoir après la Première Guerre mondiale qui vont redéfinir le découpage du monde. Et donc en 1919, comme M. de Staat l'a dit, a lieu la signature du traité de Versailles qui va punir tous ceux qui ont provoqué la guerre selon les Alliés. Et parmi eux, évidemment, il y a l'Allemagne qui va être durement punie. Elle va devoir payer d'énormes réparations, des territoires vont lui être enlevés en Europe. Elle va devoir donner du charbon, donner ses industries et aussi concerner les colonies allemandes. Et parmi les colonies allemandes, donc, on revient au Rwanda et au Burundi aussi, qui vont être attribuées par la SDN, la Société des Nations, c'est l'ancêtre de l'ONU. Donc ces deux territoires, Rwanda, Burundi, vont être attribués en mandat à la Belgique. Et c'est comme ça qu'en 1924, le Rwanda et le Burundi deviennent en quelque sorte des colonies belges. Rwanda nziza gihugu cyacu uje imisozi ibiyaga n'ibirunga mu byiduhetse nahoranisha reka tukurate tukuvuge ibigwi wowe tubumbiye hamwe twese abanyarwanda uko watubyaye berwa sugira si